Ma femme m'a menti pour coucher avec son beau-frère. Je ne l'ai découvert que lorsqu'ils ont eu un accident, alors je lui ai fait signifier les papiers du divorce pendant qu'elle était allongée dans un lit d'hôpital. Salut Reddit, attachez vos ceintures, parce que celle-ci va faire passer votre dernière relation pour un film de Noël. J'ai découvert que ma femme couchait avec le mari de sa sœur parce qu'une infirmière a estimé que je devais connaître le nom de l'homme qui se trouvait avec elle quand leur voiture s'est enroulée autour d'un poteau téléphonique à 2 heures du matin. Cette seule phrase a détruit 2 mariages avant même le lever du soleil. Je m'appelle Dante, 33 ans. Je travaille comme coordinateur des opérations pour une entreprise régionale de fret, ce qui est une façon élégante de dire que je suis le type qui répare tout quand les camions tombent en panne, que les cargaisons disparaissent et que les responsables d'entrepôt commencent à paniquer à 3 heures du matin. Le travail est correctement payé et il m'a appris à rester calme quand tout part en vrille. Céleste et moi étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4. Elle travaillait dans la vente pharmaceutique, ce qui signifiait beaucoup de déplacements, des conférences, des dîners avec des clients, des nuits dans d'autres villes. Elle avait toujours une réponse à tout, un sourire capable de désarmer n'importe qui et cette façon de vous faire sentir comme si vous étiez la seule personne dans la pièce. Je pensais avoir de la chance. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui voulait vraiment construire quelque chose de réel. Sa sœur aînée, Lucia, avait épousé un type nommé Graham environ 8 ans plus tôt. Ils avaient une jolie maison en banlieue, 2 enfants de 6 et 4 ans, tout le tableau familial parfait. Graham travaillait dans l'immobilier commercial, ce qu'il rappelait constamment à tout le monde. Le type ne pouvait pas commander un sandwich sans mentionner sa dernière transaction, son nouveau client ou à quel point le marché le traitait bien. Toujours des montres coûteuses, toujours des voitures luxueuses. Je le trouvais épuisant, mais c'était la famille, alors je hochais la tête pendant les fêtes et je faisais semblant d'être impressionné quand il parlait de taux de capitalisation et de montage financier. Lucia semblait heureuse. Les enfants allaient bien. C'était ça l'essentiel. Ce vendredi soir avait commencé de manière tout à fait normale. J'avais enchaîné un service brutal avec 3 camions tombés en panne sur le même itinéraire, ce qui signifiait 10 heures d'appel et de solutions improvisées. Tout ce que je voulais, c'était manger, prendre une douche et m'affaler sur le canapé. Céleste était déjà prête quand je suis rentré, sac de nuit près de la porte, clé à la main. Elle m'a lancé ce regard désolé et m'a dit qu'elle montait passer le week-end chez Lucia. Elle a dit que Graham était encore en déplacement professionnel et que Lucia était dépassée avec les enfants toute seule. Je n'y ai pas réfléchi une seconde. Ça ressemblait exactement à ce qu'une bonne sœur ferait. Je l'ai aidé à porter son sac jusqu'à la voiture, je lui ai demandé si elle avait besoin d'argent pour l'essence. Elle a ri, m'a embrassé sur la joue, m'a dit que je m'inquiétais trop et m'a promis de m'écrire en arrivant. Je l'ai regardé quitter l'allée, j'ai fait un signe de la main comme un bon mari, puis je suis rentré réchauffer des restes de pâtes au micro-ondes. Elle m'a écrit vers 20 heures, a dit qu'elle était bien arrivée, a envoyé une photo qui ressemblait au salon de Lucia. J'ai répondu par un pouce levé et je me suis endormi. Vers 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli laisser tomber sur la messagerie. La femme à l'autre bout du fil avait cette voix calme et posée que les professionnels de santé utilisent quand ils s'apprêtent à vous annoncer quelque chose de grave. Elle a confirmé que j'étais bien Dante Ortega, que j'étais le mari de Céleste Ortega, puis elle m'a dit que ma femme avait été admise à l'hôpital général du comté après un accident de voiture survenu environ 1 heure plus tôt. Son état était stable, mais elle était blessée. Je devais venir. Mon estomac s'est noué. Ma femme était blessée. Elle aurait pu mourir. Puis l'infirmière a ajouté quelque chose qui m'a complètement retourné le cerveau. Elle m'a dit que ma femme n'était pas seule dans le véhicule. L'autre passager était un certain Graham Whitmore. Lui aussi avait été blessé et était pris en charge aux urgences. Je n'ai pas répondu pendant ce qui m'a semblé être 1 minute entière. Je suis resté là, dans mon salon plongé dans le noir, le téléphone collé à l'oreille, à essayer de comprendre ce que je venais d'entendre. Graham Whitmore, le beau-frère de ma femme, le mari de Lucia, le type qui était censé être en déplacement professionnel, dans une voiture avec ma femme à 2 heures du matin sur une autoroute qui ne menait absolument pas vers la maison de Lucia. L'infirmière m'a demandé si j'étais toujours en ligne. J'ai réussi à dire oui. Elle m'a demandé si je venais à l'hôpital cette nuit-là. Elle a dit que Céleste demandait après moi, qu'elle semblait confuse et effrayée. J'ai remercié l'infirmière de m'avoir appelé, j'ai dit que j'appréciais l'information. Elle a commencé à ajouter quelque chose sur le fait que Céleste avait besoin du soutien de sa famille, mais j'ai raccroché avant qu'elle ne termine. Puis je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai fixé le mur pendant que mon téléphone vibrait avec des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Ma femme avait menti en disant qu'elle rendait visite à sa sœur. Le mari de sa sœur avait menti à propos d'un voyage professionnel. Et tous les deux s'étaient retrouvés ensemble, au milieu de la nuit, dans une voiture pulvérisée autour d'un poteau. Ensemble autour d'un poteau téléphonique au milieu de la nuit. Le calcul n'était pas compliqué.
je n'allais nulle part tant que je n'avais pas compris exactement ce que j'avais en face de moi et à quel point on s'était joué de moi. J'ai attendu jusqu'à 6 heures du matin pour passer l'appel. Je me suis dit que Lucia serait réveillée à ce moment-là, probablement en train de préparer le petit déjeuner et d'organiser les activités du samedi pour les enfants. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai gardé un ton détendu. J'ai demandé si Céleste était déjà levée, si elles avaient passé une bonne nuit, si Lucia avait besoin de quoi que ce soit. Long silence. Elle avait l'air confuse. Elle a dit que Céleste n'était pas là, qu'elle ne l'avait pas vue depuis presque 2 semaines. Elle a demandé si tout allait bien parce que je semblais bizarre. J'ai gardé la voix calme. J'ai demandé où se trouvait Graham. J'ai dit que j'essayais de le joindre à propos de quelque chose et que je n'y arrivais pas, que je voulais juste m'assurer qu'il allait bien. Nouveau silence. Puis Lucia a dit que Graham était à Denver pour un déplacement professionnel, qu'il était parti jeudi soir et qu'il ne rentrerait pas avant lundi. Un gros contrat commercial sur lequel il travaillait depuis des mois. Denver, c'est ça? Je l'ai remercié, je lui ai dit que tout allait bien, que j'avais dû confondre les choses, puis j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Voilà. Double confirmation. J'ai appelé le numéro non urgent de la police vers 8 heures et j'ai demandé où les véhicules impliqués dans des accidents nocturnes étaient remorqués. Ils m'ont donné l'adresse d'un dépôt de fourrière du côté de la ville. Je me suis douché, j'ai mis de vrais vêtements, j'ai bu un café qui avait le goût d'huile de moteur, puis j'ai roulé jusqu'à la fourrière vers 9 heures. La voiture se trouvait dans un coin du fond, près d'un grillage couvert de mauvaises herbes mortes. Même de loin, je voyais que c'était grave. De près, c'était pire. L'avant était écrasé comme une canette de soda. Le pare-brise était pulvérisé. Du sang séché sur les appuis-têtes, le tableau de bord, le volant. Du verre partout, scintillant au soleil du matin. La portière côté conducteur était enfoncée vers l'intérieur à un angle qui me retournait l'estomac. J'ai fait le tour de l'épave lentement en prenant des photos de tout avec mon téléphone. D'après le rapport affiché sur le clipboard de l'agent, il roulait vers le sud sur la route 12 vers 1h45 du matin. Vitesse estimée à 70 dans une zone limitée à 45. Céleste conduisait, a perdu le contrôle dans un virage, a percuté un poteau téléphonique du côté passager, a fait 2 tonneaux avant de finir dans un fossé de drainage. L'agent notait que c'était un miracle que quelqu'un ait survécu. 1 mètre de plus sur la gauche et le côté de Graham aurait été complètement écrasé. Le sac de nuit était encore sur la banquette arrière. Le sac de Céleste était partiellement ouvert, des vêtements dépassaient. J'ai ouvert la porte arrière et tiré le sac vers moi. De la lingerie. Il y avait aussi une petite trousse de toilette. Préservatif, huile de massage, bougies parfumées en format voyage, tout y était. Ce n'était pas un moment de faiblesse. Ce n'était pas une erreur commise dans le brouillard d'un mauvais jugement. Tout était planifié dans les moindres détails. J'ai tout photographié, les bagages, le contenu, chaque élément compromettant. Puis j'ai remarqué quelque chose coincé entre les sièges avant. Une serviette en cuir. Les initiales de Graham embossées en doré dans un coin, évidemment. Je l'ai sorti et j'ai feuilleté. Principalement des cartes de visite et des brochures immobilières. Quelques notes manuscrites que je ne comprenais pas. Mais un détail a attiré mon attention, une carte de visite d'un agent de crédit de Pacific Trust Mortgage avec mon adresse personnelle griffonnée au dos de la carte, de l'écriture de Graham. Mon adresse sur une carte d'une société de crédit immobilier, dans le dossier de Graham. Je ne savais pas encore ce que ça signifiait, mais j'ai photographié la carte, tout remis exactement à sa place et je suis retourné à mon camion. La chose intelligente à faire était de tout documenter, de construire une image complète avant de prendre la moindre décision. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un capable de réfléchir clairement quand moi je ne le pouvais pas, quelqu'un qui savait transformer des informations brutes en plans. J'ai appelé mon ami Zach. Zach et moi travaillons ensemble dans l'entreprise de Fred depuis presque 7 ans. Ancien marine. Je lui ai tout raconté, l'appel de l'hôpital, le double mensonge, la fourrière, la carte de la société de crédit immobilier avec mon adresse au dos. Quand j'ai terminé, il a pris une longue gorgée de café, a reposé sa tasse et m'a dit 4 mots qui me sont restés en tête. Documente tout. Ne fais confiance à rien. Nous avons passé les 4 heures suivantes à établir une chronologie. Céleste et moi avions des comptes séparés. Nous avions des forfaits téléphoniques séparés via nos employeurs, mais je connaissais ces identifiants depuis que je l'avais aidé à configurer le paiement automatique quelques années plus tôt. J'ai ouvert son compte sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à télécharger les relevés. Le schéma était évident une fois qu'on savait quoi chercher. Des centaines d'appels vers le numéro de Graham au cours des 6 derniers mois. Certains de quelques minutes, d'autres dépassant 1 heure. De fortes concentrations les mardis et jeudis autour de midi, ses pauses déjeuner. Elle appelait le mari de sa sœur pendant que je mangeais des sandwichs à mon bureau en pensant à ce qu'on ferait pour le dîner. Les messages étaient pires.
L'opérateur ne fournissait que les métadonnées, pas le contenu, mais le volume parlait de lui-même. Parfois 40 messages en une seule journée. Parfois à 2 heures du matin, quand elle était censée dormir à côté de moi. Je me suis souvenu de ces nuits-là. Elle se levait en disant qu'elle n'arrivait pas à dormir, qu'elle allait prendre de l'eau ou lire dans le salon. Parfois, je la retrouvais sur le canapé le matin, le téléphone face contre le coussin à côté d'elle. J'ai recoupé les journaux d'appel avec son agenda professionnel, chaque déplacement avec nuitée au cours des 6 derniers mois correspondait à une activité téléphonique intense avec Graham. Chaque conférence, chaque dîner client, chaque week-end entre amis. Il y avait une semaine en avril où elle était censée assister à un sommet pharmaceutique à Houston. Cette semaine la montrait 50 appels vers le numéro de Graham et exactement 0 appels vers un indicatif de Houston. Zach a trouvé les réseaux sociaux de Graham et a commencé à recouper. Il s'est avéré que Graham avait publié une photo depuis un steakhouse de Houston exactement la même semaine. Comptes différents, plateformes différentes, mais même ville et même date. Je suis passé aux cartes de crédit. Céleste et moi gardions nos finances en grande partie séparées, réunies seulement pour les dépenses du foyer. Je n'avais pas consulté ses relevés personnels depuis des années. Il s'est avéré qu'elle avait une carte de crédit dont je n'avais même pas connaissance. Les relevés arrivaient sur son adresse professionnelle. Je ne les trouvais que parce que son compte téléphonique incluait une liste de services financiers liés. Les dépenses racontaient leur propre histoire. Des chambres d'hôtel où je n'étais jamais allé. Des restaurants dans des villes où il n'y avait aucune conférence. Un massage en couple dans un spa de charme. Des bijoux que je ne l'avais jamais vu porter. 7 mois minimum. Ça durait depuis au moins 7 mois. 7 mois à me regarder en face chaque matin en faisant comme si tout allait bien. 7 mois de mensonges coordonnés et d'agendas partagés pendant que je pensais que nous construisions une vraie vie ensemble. Zach a consulté les registres publics concernant la société immobilière de Graham. Il a fallu environ 15 minutes pour trouver quelque chose d'intéressant. Graham Whitmore Holdings Société à responsabilité limitée avait déposé une demande de protection sous le chapitre 11 il y a 9 mois. Dossier public. Son entreprise se noyait sous les dettes à cause de mauvais investissements et d'un projet commercial qui avait mal tourné pendant la récession. Soudain, la chronologie prenait tout son sens. L'empire de Graham s'effondre. Graham a besoin de liquidités. Il entame une liaison avec la sœur de sa femme, qui se trouve être mariée à un type possédant une maison héritée entièrement payée d'une valeur d'environ 320 000 $. Cette carte de visite de société de crédit immobilier avec mon adresse inscrite au dos prenait soudain une tournure bien plus sinistre. Je ne savais pas encore exactement ce qu'ils avaient prévu, mais j'avais un trait. Mauvais pressentiment. Zach m'a dit de geler immédiatement mon crédit, d'activer des alertes sur tous les comptes, de vérifier auprès de ma banque qu'aucune démarche n'avait été lancée sans que je le sache. Vers 15 heures, Zach a levé les yeux de son ordinateur portable et m'a demandé si j'avais déjà prévenu Lucia. Je ne l'avais pas fait. Je repoussais sans cesse, redoutant cette conversation plus que tout autre. Lucia ne méritait pas ça. Elle avait bâti toute sa vie autour de Graham et des enfants. Elle lui faisait entièrement confiance. De la même façon que j'avais fait confiance à Céleste. Je lui ai envoyé un message lui demandant de m'appeler quand elle aurait quelques minutes seule. J'ai précisé que c'était important et que ce n'était pas de bonnes nouvelles. Elle a rappelé dans l'heure. Elle a dit que Graham ne répondait toujours pas à son téléphone. Qu'elle commençait à s'inquiéter parce que son hôtel à Denver n'avait aucune réservation à son nom. J'ai pris une respiration. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de voyage à Denver. Puis je lui ai tout raconté. L'appel de l'hôpital, l'accident, Graham dans la voiture avec Céleste à 2 heures du matin, le sac de nuit avec son contenu soigneusement préparé, les 7 mois de relevés téléphoniques, les dates de voyage concordantes, tout. Un long silence. Elle m'a demandé si j'étais sûr. Je lui ai dit que j'avais des photos, que j'avais les relevés téléphoniques, les relevés de cartes de crédit et les calendriers de déplacement, que j'avais vu la voiture de mes propres yeux. Nouveau silence. Puis elle a dit que quelque chose n'allait pas avec Graham depuis des mois, des soirées tardives qu'il ne savait pas expliquer, des appels secrets qu'il prenait dehors ou dans le garage, de nouveaux vêtements et des montres dont elle ne se souvenait pas les avoir achetés, des dépenses sur leur carte commune qui n'avaient aucun sens. Elle s'était dit qu'elle devenait paranoïaque, qu'aucun homme ne ferait quelque chose d'aussi tordu, coucher avec la propre sœur de sa femme. Qui ferait ça? Graham, apparemment. Je lui ai dit que j'avais pensé la même chose à propos de Céleste, que nous avions tous les deux été trahis par des personnes censées nous protéger. Elle m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai répondu que j'engageais un avocat spécialisé en divorce dès le lendemain matin et que je bloquais tous mes comptes financiers. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour encaisser, pour réfléchir à ce qu'elle allait dire aux enfants et à la manière de gérer Graham. J'ai compris. Je lui ai dit de m'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. Après avoir raccroché,
Zach et moi avons passé encore 2 heures à tout classer dans des dossiers, copie papier, sauvegarde numérique, stockage en ligne qu'il avait configuré sous une adresse mail que Céleste ne connaissait pas. Les preuves de l'affaire étaient solides, mais cette carte de visite avec mon adresse continuait de me hanter. Graham était fauché, son entreprise coulait, et pourtant ma maison s'était retrouvée dans son dossier. Quoi qu'ils aient prévu, l'accident de voiture l'avait interrompu. Je ne savais simplement pas à quel point j'étais passé près de le découvrir de la pire des manières. Le lundi matin, j'ai commencé à passer les appels que Zach m'avait recommandés. Le premier a été pour ma banque. J'ai demandé à parler à quelqu'un concernant la sécurité de mon compte. J'ai été transféré 2 fois avant d'atterrir chez une responsable du service fraude. Elle m'a demandé de vérifier mon identité, ce qui a pris environ 5 minutes, puis elle m'a demandé si j'appelais au sujet de la demande de ligne de crédit hypothécaire. J'ai senti mon estomac se retourner. Quelle demande ? Elle m'a expliqué qu'une demande de crédit sur valeur domiciliaire avait été initiée sur ma propriété 4 semaines plus tôt, me désignant comme emprunteur principal et listant Céleste Ortega comme co-emprunteuse, pour un montant demandé de 85 000 $. Ma maison, celle que j'avais héritée de ma grand-mère, une maison sur laquelle Céleste n'avait absolument aucun droit légal. La responsable a continué en disant que la demande avait été signalée pour vérification supplémentaire parce que le nom de la co-emprunteuse n'apparaissait nulle part sur l'acte de propriété. Il tentait de me joindre depuis 2 semaines pour confirmer l'autorisation, mais le numéro de contact au dossier avait été modifié et tombait systématiquement sur la messagerie. Modifié. Elle connaissait toutes mes informations. Nous avions rempli des papiers à cette table de cuisine des centaines de fois. Je n'avais jamais pensé à cacher quoi que ce soit à ma propre femme. Je lui ai demandé de tout bloquer immédiatement. Elle l'a fait. Puis elle a ajouté autre chose. Quelqu'un avait également demandé un changement d'adresse sur mon compte à la même période, tentant de rediriger tous mes relevés vers une boîte postale dans une ville dont je n'avais jamais entendu parler. Si la demande avait abouti, je n'aurais jamais vu les relevés, je n'aurais jamais su avant que les agences de recouvrement ne débarquent. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé ma société de carte de crédit. 40 minutes d'attente à écouter le pire jazz fusion jamais enregistré. Je peux rediriger 3 camions en panne à travers plusieurs états plus vite que ces gens ne décrochent un téléphone. À un moment, le saxophone est parti dans un solo et j'ai failli avouer des crimes que je n'avais pas commis juste pour que ça s'arrête. Finalement, un conseiller m'a confirmé que quelqu'un avait tenté d'ajouter Céleste Ortega comme utilisatrice autorisée sur ma carte de crédit personnelle 3 semaines plus tôt. La demande avait été bloquée parce que le numéro de sécurité sociale fourni ne correspondait à personne sur le compte. Même période, même schéma, même personne. J'ai tout gelé, mis des alertes fraude auprès des 3 agences de crédit, changé tous mes mots de passe. Puis je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai fixé la carte de visite de la société de crédit immobilier trouvée dans le dossier de Graham, Pacific Trust Mortgage, la même entreprise qui venait d'essayer de traiter une ligne de crédit de 85 000 $ sur la maison de ma grand-mère. Voilà quel était le plan. Zach est revenu ce soir-là et m'a aidé à organiser toute la nouvelle documentation, les alertes fraude, les gels de crédit, la correspondance bancaire. Nous avons tout ajouté à la chronologie. L'image devenait plus claire et plus laide d'heure en heure. Graham avait besoin d'argent parce que son entreprise partait à la dérive. Céleste avait soit été entraînée là-dedans, soit elle avait eu l'idée elle-même. Dans tous les cas, ils travaillaient ensemble depuis des mois pour préparer un gros coup. La maison de ma grand-mère était la cible. Ils avaient juste besoin de m'écarter assez longtemps pour siphonner la valeur du bien et disparaître. Zach m'a demandé si je pensais que Céleste prévoyait de me quitter à terme. J'ai dit que je n'en savais rien. Peut-être qu'elle comptait prendre l'argent puis demander le divorce. Peut-être qu'elle comptait prendre l'argent et rester mariée pendant que Graham gérait sa situation de son côté. Peut-être qu'ils prévoyaient de s'enfuir ensemble et de laisser Lucia et moi avec les dégâts. Ça n'avait plus d'importance maintenant. Ils ne prévoyaient plus rien du tout. Le mercredi matin, je suis allé en centre-ville rencontrer un avocat spécialisé en divorce nommé Pet. Je lui ai tout montré, les relevés téléphoniques, les relevés de cartes de crédit, les documents de ligne de crédit hypothécaire, les alertes fraude, la chronologie détaillée que Zach et moi avions construite en 2 jours de recherche. Pet a tout examiné sans montrer la moindre réaction. Ça a pris environ 90 minutes. Quand il a terminé, il a levé les yeux et a hoché la tête une fois. Il a dit que c'était l'un des dossiers de biens séparés les plus clairs qu'il ait vus depuis des années, avec en plus des bases solides pour un divorce pour faute impliquant une fraude financière. Il m'a expliqué la stratégie. La maison était un bien séparé, hérité avant le mariage, jamais mélangé à des actifs conjugaux. Céleste n'avait aucun droit légal dessus selon la loi de l'État. La tentative de ligne de crédit était une preuve de fraude financière. L'adultère constituait un motif de divorce pour faute, ce qui influencerait le partage des biens. Pet a dit qu'il pouvait préparer les documents pour le vendredi.
Il m'a demandé si j'avais une préférence sur la manière dont Céleste devait être signifiée. J'y ai réfléchi longuement. Lucia m'avait appelé ce matin-là. Elle m'avait dit qu'elle irait à l'hôpital le jeudi pour confronter Graham, qu'elle ne pouvait pas le faire seule, et elle m'avait demandé si je serais là. Puisque je devais y aller de toute façon, autant que ça serve à quelque chose. J'ai dit à Pet de tout préparer pour le jeudi après-midi et que je voulais que les papiers soient remis à l'hôpital, en personne, avec des témoins. Il l'a simplement noté et a dit qu'il organiserait un huissier. Le jeudi, Céleste avait été transférée hors des soins intensifs. Côte cassée, clavicule fracturée, commotion cérébrale, point de suture sur le front. Elle devait rester hospitalisée au moins une semaine de plus. Graham était dans un état bien pire, bassin éclaté, hémorragies internes, un problème de compression de la colonne vertébrale, des mois de rééducation à venir, peut-être ne marcherait-il plus jamais normalement. Difficile de plaindre quelqu'un de plus méritant. Les parents de Céleste m'appelaient sans arrêt depuis l'accident. Sa mère pleurait en disant à quel point Céleste était terrorisée, qu'elle demandait sans cesse pourquoi je n'étais pas venu, que j'étais cruel et vindicatif sans raison. Son père laissait des messages vocaux me traitant de froid, d'insensible et d'indigne de leur fille. Un simple passage difficile, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Toutes les familles traversent des épreuves. Le mariage exige le pardon. J'ai ignoré les messages et je n'ai pas répondu. Ils ne savaient pas encore pour Graham. Lucia voulait être celle qui leur dirait, voulait voir leur visage quand ils comprendraient que leur précieux gendre couchait avec leur autre fille. Le jeudi après-midi, je suis allé à l'hôpital, suivi par l'huissier de Pet dans une autre voiture, un type nommé Raymond. Lucia m'a retrouvé sur le parking, des cernes profondes sous les yeux, les mains tremblantes quand elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle était déjà allée voir Graham ce matin-là, qu'elle était entrée dans sa chambre, l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit qu'elle savait tout. Il avait d'abord nié, parlé d'un malentendu, dit que Céleste était comme une sœur pour lui. Quand Lucia a mentionné les relevés téléphoniques, il a changé de tactique. Il a dit que Céleste l'avait séduit, qu'elle lui faisait des avances depuis des mois et qu'il avait fini par céder. Quand Lucia a évoqué les documents de la ligne de crédit, il s'est complètement tu. Elle est partie sans dire un mot de plus. Elle m'a dit qu'elle avait déposé une demande de divorce cet après-midi-là, que son avocat préparait déjà les modalités de garde. Maintenant, c'était le tour de Céleste. Céleste était assise dans son lit quand nous sommes entrés, des ecchymoses sur le visage, un bras en écharpe, la blouse d'hôpital glissant d'une épaule. Elle avait l'air plus petite. Quand elle m'a vu, toute son expression a changé, un soulagement immense a traversé son visage comme si j'étais la réponse à toutes les prières qu'elle murmurait depuis 5 jours. Dante. Sa voix s'est brisée en prononçant mon nom. Tu es venu. Je te demandais depuis des jours. Je ne comprenais pas pourquoi tu n'étais pas là. J'avais tellement peur. Les infirmières ne voulaient rien me dire. Quoi que ce soit. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose aussi. Elle a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. Je croyais que tu ne viendrais jamais, a-t-elle continué, les larmes commençant à monter. Je sais que j'ai des choses à expliquer. Je sais que ça a l'air terrible, mais ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. Tout est devenu tellement compliqué et je ne savais pas comment te le dire. Et Céleste, les yeux coupés. Arrête. Elle a cligné des yeux, la confusion remplaçant le soulagement désespéré. Raymond s'est avancé derrière moi, professionnel, calme. Il a confirmé son identité complète, confirmé qu'elle était bien Céleste Marie Ortega, puis lui a tendu l'enveloppe et a récité la formule de signification officielle. Elle a regardé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère, puis elle a levé les yeux vers moi, puis vers Lucia qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, la voix plus dure. Lucia a répondu avant que je puisse parler. « Je sais tout pour Graham, pour les chambres d'hôtel, pour les 7 mois d'appels et de messages, pour la demande de ligne de crédit sur la maison de Dante, pour la fraude à la carte bancaire, pour tout. » Le visage de Céleste est passé par environ 6 expressions différentes en 3 secondes, pour finalement se figer dans une innocence blessée. Ce n'est pas, tu ne comprends pas, Graham m'a manipulé. Il me parlait de son malheur. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. J'étais perdu et il a profité de moi. Tu avais préparé de la lingerie, ai-je répondu d'une voix plate. Tu as loué une boîte postale pour détourner mon courrier. Tu as essayé de t'ajouter à mes cartes de crédit. Tu as lancé une demande de crédit immobilier sur un bien sur lequel tu n'as aucun droit légal. Ce n'était pas de la confusion. C'était un plan. Céleste a ouvert la bouche pour répondre, mais Lucia l'a coupé. Tu n'es plus ma sœur. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Le visage de Céleste s'est effondré. Elle s'est mise à pleurer, à tendre les bras vers Lucia, répétant son prénom encore et encore, la suppliant de l'écouter. Lucia s'est retournée et est partie sans regarder en arrière.
Je l'ai suivi. La voix de Céleste résonnait dans le couloir derrière nous. Une infirmière est passée en hâte vers la chambre. Je ne me suis pas retourné. Ses parents m'ont appelé ce soir-là, tous les deux en ligne, furieux au-delà des mots. Ils ont dit que j'avais tendu un piège à leur fille blessée dans son lit d'hôpital, que j'avais monté Lucia contre sa propre sœur avec des mensonges et de la manipulation, qu'ils avaient toujours su qu'il y avait quelque chose de froid chez moi et qu'ils en avaient maintenant la preuve. Je leur ai dit de demander à leur fille pour Graham, pour la ligne de crédit, pour les 7 mois de mensonges documentés. Ils ont dit que je cherchais des excuses, que Céleste ne ferait jamais une chose pareille, que je tentais de justifier l'abandon de mon épouse blessée. Je leur ai dit d'appeler Lucia et de lui demander directement, puis j'ai raccroché. 2 jours plus tard, Lucia a déposé une demande de divorce contre Graham. Les parents de Céleste ont cessé de m'appeler après ça. J'imagine qu'ils ont fini par comprendre toute l'histoire. Les 4 mois suivants ont ressemblé à un visionnage au ralenti de 2 vies en train de s'effondrer. Céleste est sortie de l'hôpital et est allée vivre chez ses parents. J'avais déjà changé les serrures de la maison de ma grand-mère et parlé avec la police locale de ce qui constituait une intrusion. Elle est quand même venue, 2 fois la première semaine, 3 fois la seconde. Mon voisin Jean m'a aidé plus qu'il ne l'imaginait. Électricien à la retraite, dans la soixantaine. Il avait des caméras de sécurité couvrant toute sa propriété. Plus la moitié de la mienne, parce qu'il était paranoïaque à propos des vols de colis. Cette caméra pour une maison de 3 chambres. Il disait aussi qu'il ne faisait pas confiance aux écureuils, ce que je croyais être une blague jusqu'à ce que je voie l'angle de caméra dédié au suivi des écureuils sur la caméra numéro 4. Quand je lui ai parlé de la situation, il a commencé à noter chaque apparition de la voiture de Céleste dans l'allée, date, heure, durée, plaque d'immatriculation, tout. La 3e semaine, Céleste est montée jusqu'à la porte d'entrée et a frappé pendant 45 minutes d'affilée. Jean avait tout enregistré. J'étais au travail, mais il m'a appelé pour me dire qu'elle avait laissé un mot sur la porte. Pete a envoyé à son avocat une lettre de mise en demeure. Elle l'a ignorée. La 5e semaine, elle est revenue vers minuit. Les caméras de Jean ont tout capté. Elle a essayé la porte d'entrée, puis la porte arrière. Ensuite, elle est allée au garage et a tiré sur la poignée comme si elle pouvait l'arracher. Quand ça n'a pas marché, elle a donné un coup de pied dans le panneau inférieur, assez fort pour enfoncer le métal. Elle est restée là encore 10 minutes à crier contre la maison avant de repartir. Après l'incident de la porte de garage, Pete a déposé une ordonnance officielle d'interdiction de pénétrer sur les lieux a été déposée auprès du bureau du shérif du comté. Céleste a reçu notification que toute présence future sur ma propriété entraînerait des poursuites pénales. Son avocat en a accusé réception. La trace juridique était irréprochable. J'ai dit à Jen que si elle revenait encore une fois, il ne fallait pas discuter avec elle, juste appeler. Les visites ont pourtant continué. Parfois elle restait assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue à fixer la maison. Parfois elle passait lentement sur le trottoir, assez lentement pour être sûr que je la vois. J'ai tout ajouté au dossier de preuve. La procédure de divorce a avancé plus vite que prévu. Pete a été méthodique et agressif. Il a déposé la requête en invoquant une faute caractérisée, joint les preuves de l'adultère et inclut toute la documentation liée à la fraude. Il a aussi déposé une motion visant à exclure la maison héritée du partage des biens, en s'appuyant sur le régime des biens propres et sur les tentatives de fraude documentées. L'avocat de Céleste a tenté de tout contester. Un type nommé Hartwell. Il a affirmé que la maison était un bien marital parce que nous y avions vécu ensemble. Il a prétendu que la demande de ligne de crédit immobilière était un malentendu. Il a soutenu que Céleste était une victime manipulée par Graham et qu'elle ne devait pas être tenue responsable de ses manœuvres. Pete a démonté chaque argument. Il a présenté les relevés téléphoniques montrant que Céleste avait initié la majorité des appels à Graham. Il a présenté les relevés de cartes bancaires à son nom prouvant qu'elle avait payé la moitié de leur chambre d'hôtel. Il a présenté la location de la boîte postale à son nom. La tentative d'ajout sur ma carte bancaire à son nom. La demande de crédit avec sa signature. Ce n'était pas de la manipulation. C'était un partenariat égal et une trahison. La juge a tout examiné sur 2 audiences. Une femme plus âgée, lunettes de lecture, tolérance zéro pour les excuses. Elle a posé des questions très précises sur le calendrier de la demande de crédit, sur la redirection du courrier, sur la raison pour laquelle le nom de Céleste apparaissait sur autant de documents frauduleux si elle était censée être une victime innocente. Son avocat n'avait pas de bonne réponse. La décision finale est tombée à la 3e audience. La maison était un bien propre. Les tentatives de fraude ont été considérées comme une dilapidation des biens du couple. La juge a ordonné un partage à 60% en ma faveur, avec en plus les frais d'avocat à la charge de Céleste. Céleste a réellement ri en entendant le jugement. Elle a dit que je lui avais volé ses meilleures années et que maintenant je lui volais aussi son avenir.
La juge lui a rappelé que tenter de détourner 85 000 $ d'un bien hérité par son conjoint ne suscite généralement pas beaucoup de compassion de la part d'un tribunal. Pendant ce temps, le divorce de Lucia devenait encore plus chaotique. Graham a essayé toutes les manœuvres possibles. Il a prétendu que la faillite signifiait qu'il n'avait rien à partager. Il a affirmé que ses blessures dues à l'accident l'empêchaient de travailler. Il a accusé Lucia de monter les enfants contre lui. L'avocat de Lucia a fouillé ses finances et a découvert des comptes au nom de sa mère. Des transferts d'argent effectués quelques semaines avant l'accident. Des achats de crypto-monnaies absents de toute déclaration officielle. Graham préparait sa sortie depuis des mois. Il comptait siphonner tout ce qu'il pouvait et disparaître vers un pays aux règles d'extradition faibles. L'accident a tout détruit pour lui. Ses blessures étaient suffisamment graves pour nécessiter des soins permanents pendant les 2 premiers mois. Difficile de disparaître quand on peut à peine tenir debout. Difficile d'accéder à des comptes cachés quand l'avocat de votre épouse a tout gelé dans le cadre d'une expertise financière. Lucia a obtenu la maison. La garde principale des enfants. Une décision de pension rétroactive que Graham devra payer pendant 16 ans. Sa société immobilière a été officiellement dissoute. Sa réputation professionnelle était ruinée. L'immobilier commercial est un milieu restreint. Personne ne voulait travailler avec un homme qui avait monté une escroquerie financière contre son propre beau-frère tout en couchant avec la sœur de sa femme. Graham est retourné vivre chez sa mère. Aux dernières nouvelles, il faisait du travail administratif basique dans une société de gestion immobilière appartenant à un ami, depuis un fauteuil roulant. Les 2 divorces ont été prononcés la même semaine. Le mien le mardi, celui de Lucia le vendredi. J'ai gardé ma maison, ma retraite, ma santé mentale. Céleste a reçu sa part des comptes communs, diminué des compensations liées à la fraude. Elle est retournée vivre définitivement chez ses parents après avoir été licenciée de son emploi dans l'industrie pharmaceutique pendant son congé médical prolongé. Zach est passé le jour où mon divorce a été finalisé, a apporté à manger et m'a aidé à réorganiser les meubles. 6 mois après l'accident, j'ai décidé d'inviter quelques personnes. Un samedi après-midi, des burgers sur le grill. Lucia venait avec les enfants. Zach venait avec sa petite amie. Jean a dit qu'il passerait peut-être si son dos le laissait tranquille. La maison avait changé. J'avais repeint la chambre, acheté de nouveaux meubles pour le salon, retiré les photos de mariage. Pour la première fois depuis longtemps, elle me ressemblait à nouveau. Lucia est arrivée vers 3 heures avec les filles. Elles ont couru directement vers le jardin pendant que Lucia m'aidait à installer la table pour la nourriture. On a parlé de choses normales, des camps d'été des enfants, de l'étrangeté de redevenir célibataire après tant d'années. Une forme d'amitié particulière s'était installée entre nous au fil des mois, 2 personnes qui comprenaient exactement ce que l'autre avait traversé d'une manière que personne d'autre ne pouvait vraiment saisir. Zach est arrivé vers 4 heures avec sa copine et une glacière remplie de soda. Jean est venu vers 5 heures, a dit que son dos allait finalement bien, et s'est installé dans une chaise de jardin avec un burger et un air satisfait. C'était calme, agréable, le genre d'après-midi que je n'avais pas connu depuis des années. Vers 6 heures, j'ai remarqué Jean regarder vers l'avant de la maison, les sourcils levés. J'ai suivi son regard. Céleste remontait l'allée. Elle avait changé, plus maigre, le regard plus dur, marchant avec une légère boiterie due à l'accident qui ne disparaîtrait probablement jamais. Elle tenait une chemise cartonnée beige et portait une robe que je ne connaissais pas. J'ai tendu la spatule à Zach et je suis allé à sa rencontre avant qu'elle n'atteigne le jardin. Elle s'est arrêtée à environ 15 pieds en me voyant approcher. « J'essaie de te joindre depuis 3 semaines, a-t-elle dit d'une voix stable, travaillée, comme si elle avait répété. Tu as bloqué mon numéro, tu as bloqué mon adresse mail, tu refuses de répondre à quoi que ce soit. Nous sommes divorcés. Il n'y a rien à dire. Je ne suis pas d'accord. Mon nouvel avocat a trouvé des problèmes dans la décision concernant la propriété. Il existe des bases pour rouvrir le partage des biens. Les accusations de fraude ont été exagérées et je n'ai jamais eu une vraie chance de me défendre. Céleste, les jeux interrompus. Pet m'a déjà parlé de ta tentative d'appel. Elle a été rejetée. Il n'y a rien à revoir. C'est terminé. Tu dois partir. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas écouté. Tu me dois bien ça après 6 ans ensemble. Je ne te dois rien. Tu te retournes et tu pars où j'appelle la police. Son expression a changé. Tu joues vraiment la victime maintenant. Après tout ce que tu as fait. Tu m'as piégé dans un lit d'hôpital. Tu as retourné ma sœur contre moi. Tu as tout pris et tu m'as laissé sans rien. Tu comptais prendre 85 000 $ de mon héritage. Tu as préparé un sac pour aller coucher avec le mari de Lucia. Tu m'as menti pendant 7 mois. Tout ce qui t'est arrivé, tu te le laisses infliger toi-même. C'est laquelle a remarqué les gens dans le jardin, remarqué Lucia près du barbecue en train d'observer. Quelque chose de mauvais a traversé son visage.
Tu te moques de moi. Sa voix est montée. Elle est là, dans la maison de ma belle grand-mère, avec mes nièces. Tu joues à la famille heureuse avec les gens qui ont détruit ma vie. Ta vie a été détruite par tes propres choix. Par maintenant. Dernier avertissement. Elle a commencé à avancer vers le jardin. Je me suis placé devant elle. Pousse-toi. Le mot est presque sorti en crachat. Non. Ce sont mes nièces. J'ai le droit de les voir. Tu ne peux pas me les enlever pour toujours. C'est complètement tordu. C'est ma propriété et tu es en violation de domicile. Jean. Jean avait déjà son téléphone en main et parlait déjà. Céleste a explosé. Elle s'est mise à hurler à propos de ses droits, de comment je n'avais pas le droit de lui faire ça, de comment cette maison aurait dû être la sienne. Elle m'a attrapé le bras violemment. Quand je me suis dégagé, elle m'a poussé. Puis elle a arraché un piquet de jardin près de la clôture et l'a lancé contre la porte arrière. Elle a raté la porte, mais le choc a laissé une entaille dans le bardage. Céleste faisait les 100 pas, hurlant contre moi, hurlant contre Lucia à travers la clôture, essayant de me dépasser pour atteindre le jardin. Zach avait déjà emmené les enfants dans le garage, hors de vue. Jean était au téléphone avec la centrale. Quand la voiture de patrouille est arrivée, Céleste était assise par terre près de l'allée, le maquillage coulant sur son visage, marmonnant que tout le monde l'avait trahi. L'agent a évalué la situation rapidement, a pris nos déclarations à Jean et à moi, puis a demandé à Céleste de se lever et de présenter une pièce d'identité. Elle a refusé, disant qu'elle avait des droits. L'agent m'a demandé de clarifier la situation. Je lui ai expliqué que nous étions divorcés depuis 2 mois et qu'elle avait reçu une interdiction formelle de pénétrer sur la propriété par le bureau du shérif après plusieurs violations documentées. Il s'est tourné vers Céleste et lui a demandé calmement de quitter les lieux. Elle a encore refusé, s'est mise à crier à propos d'avocats, de procès, de comment tout le monde allait payer pour ce qu'il lui avait fait. L'agent l'a averti que refuser de quitter une propriété privée après la demande du propriétaire constituait une intrusion criminelle selon la loi de l'État. Elle l'a insulté. Il l'a menotté et installé à l'arrière de la voiture de police. Pendant qu'il s'éloignait, elle continuait de crier à travers la vitre que je le regretterais, qu'elle me ferait payer, que ce n'était pas terminé. J'ai regardé la voiture disparaître au coin de la rue, puis je suis retourné au barbecue, j'ai repris la spatule des mains de Zach.